Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, le dernier Conseil des ministres avant les congés gouvernementaux. Aussi, donc, ce mercredi 30 juillet 2025, un Conseil des ministres est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, chef de l'État. Les délibérations ont porté sur 21 points, comprenant 10 mesures générales constituées de projets de décret et d'une mesure individuelle et de 10 communications. Je voudrais donc à présent aborder avec vous le compte-rendu proprement dit de ce Conseil des ministres. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons adopté 10 projets de décret. Ainsi, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant érection des sections détachées des tribunaux en tribunaux de première instance et fixant leur siège, leur ressort territorial et leur composition. Ce décret érige les 35 sections détachées existantes en tribunaux de première instance avec plein et entier effet. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif au système d'échange des renseignements préalables concernant les voyageurs et les données des dossiers passagers. Dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, cette mesure permettra de faciliter la coopération internationale et d'améliorer la sécurité des vols et des infrastructures aéroportuaires par un contrôle efficace et préventif des personnes en provenance et à destination de notre pays ou en transit. Au titre du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation d'un contrat de partenariat public-privé portant conception, financement, rénovation, gestion et entretien, maintenance de l'immeuble Symphonie à Abidjan entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Telium Property Côte d'Ivoire. La convention objet de ce décret concède à la société Telium Property Côte d'Ivoire la réalisation des travaux de rénovation, l'équipement de l'immeuble en mobilier de bureau et la gestion de l'immeuble sur une période d'environ 5 ans avec obligation d'entretien, de maintenance et de renouvellement des biens contractuels pour un montant global des investissements évalué à 15 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modalités d'encadrement des organisations de jeunesse en cohérence avec les évolutions législatives et institutionnelles intervenues récemment à travers la loi du 23 novembre 2023 d'orientation relative à la jeunesse et la loi du 11 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Ce décret apporte des innovations importantes qui tiennent notamment au plafonnement de l'âge de l'éligibilité et à la limite des mandats dans les organes d'association de jeunesse en vue de renforcer la transparence et la représentativité des organisations de jeunesse et de les inscrire pleinement dans le processus de développement national. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création,
attribution, organisation, composition et fonctionnement du groupe sectoriel eau, hygiène, assainissement. Ce groupe, placé sous l'autorité du Premier ministre, est un organe consultatif composé de l'ensemble des départements ministériels concernés par les problématiques liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Il est notamment chargé de coordonner les politiques et les stratégies sectorielles engagées par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement continu en eau potable et garantir aux populations l'accès à des services d'assainissement et d'hygiène de qualité sur l'ensemble du territoire national. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret détermine les groupes d'espèces de faune. Le deuxième détermine les modalités de création et de gestion des élevages de faune. Et le troisième, enfin, adopté par le Conseil, détermine quant à lui les modalités de création et de gestion des sanctuaires et des centres de sauvegarde de la faune. Ces 3 décrets concourent à l'application de la loi du 11 juin 2024 portant gestion de la faune. Ils organisent un meilleur cadre de régulation des activités liées à la faune, de façon à encadrer l'exploitation des ressources fauniques et à assurer au mieux la sauvegarde des espèces menacées d'extinction. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 6, 7 et 8 du décret du 22 mars 2023 fixant les spécialités médicales, les actes de médecine, de biologie et les classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la couverture maladie universelle, la CMU. Ce décret modifie le régime de prise en charge des prestations liées à la CMU de façon à les rendre plus flexibles et réactifs pour une meilleure couverture des besoins en soins des assurés, tout en préservant l'équilibre financier de la Caisse nationale d'assurance maladie, l'institution de prévoyance sociale en charge de la gestion de la CMU. Au titre du ministère de la Culture, de la francophonie en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les conditions et modalités de sélection des trésors humains vivants. La loi du 7 juin 2023 portant protection du patrimoine culturel national en cohérence avec le programme des trésors humains vivants, THV, institué par l'UNESCO, prévoit un statut des trésors humains vivants. Cette distinction honorifique est accordée aux personnes possédant un haut niveau de connaissances et de savoir-faire nécessaires à la représentation, à l'exécution ou à la récréation d'éléments du patrimoine culturel immatériel qui présentent une valeur historique, artistique ou culturelle pour la communauté nationale. Outre les conditions et les modalités de sélection des trésors humains vivants, ce décret détermine leurs droits et obligations. Je voudrais à présent évoquer avec vous la seule mesure individuelle qui a été adoptée au cours de ce Conseil. C'est une mesure qui a été adoptée au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au titre donc de ce ministère, le Conseil a donné son agrément. Au titre de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Majida Karaki en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant enfin aborder les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil
Elles sont au nombre de 10, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en introduction. Ainsi, au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à l'évolution de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2025. Au terme du premier trimestre de l'année 2025, l'économie nationale est caractérisée par une progression de l'activité dans le secteur tertiaire, la production industrielle et le BTP. En revanche, la production de l'agriculture d'exportation affiche une évolution mitigée. Le secteur tertiaire connaît une évolution globalement favorable au premier trimestre de l'année 2025, sous l'effet notamment de l'accroissement du trafic global de marchandises dans le maritime de 18,2%, ainsi que du chiffre d'affaires dans le commerce global de 10%. Dans le secteur secondaire, la production industrielle a augmenté de 3,7% en moyenne sur le premier trimestre de l'année 2025, portée essentiellement par la vitalité de la production des industries extractives et des productions des industries manufacturières. Dans le secteur primaire, l'agriculture d'exportation enregistre des évolutions contrastées des différentes cultures. La filière café-cacao a été impactée principalement par des conditions climatiques défavorables. À l'inverse, bénéficiant d'un climat plus favorable dans les zones de production et de l'application de traitements phytosanitaires innovants, la production de la noix de cajou se redresse avec la contraction enregistrée en 2023. En moyenne, sur les 3 premiers mois de l'année 2025, les prix ont connu des augmentations sur le marché des matières premières agricoles, notamment pour le cacao fève, le café robusta et l'huile de palme. En conséquence, au terme du premier trimestre 2025, les échanges commerciaux de notre pays affichent un excédent commercial de 1 462 milliards de francs CFA, largement supérieur à l'excédent de 423 milliards de francs CFA enregistré à la même période en 2024. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la deuxième communication, le Conseil a entendu le compte-rendu de l'élection au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies. Il en ressort qu'à l'issue de l'élection tenue le 2 juin 2025 à New York, aux États-Unis, notre compatriote Bakary Sidiki Diaby, expert indépendant, spécialiste des droits de l'homme, a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans en qualité de membre du comité d'experts pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies à l'unanimité des suffrages exprimés. Le Conseil se félicite de cette élection de notre compatriote et adresse ses compliments à toutes les chancelleries des États partis à la Convention qui ont œuvré à cet accomplissement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la mise en œuvre du projet portant initiative multipartite pour le développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, IMDE en abrégé, en Côte d'Ivoire donc. L'IMDE est un projet de la Banque mondiale conduit en collaboration avec le Conseil mondial de l'or. Il implique une approche de gouvernance inclusive qui associe les différents acteurs clés, y compris les exploitants des petites mines, en vue de la création de mines modèles, respectueuses de l'environnement et favorables au développement socio-économique des localités. La Banque mondiale a ainsi choisi notre pays
comme pays pilote pour la mise en œuvre du projet sur une période de 5 ans. Pour marquer le processus de lancement de l'initiative en Côte d'Ivoire, un protocole d'accord a été signé le 11 juillet 2025 à Yamoussoukro entre l'État et la Banque mondiale, le Conseil mondial de l'or, les sociétés minières internationales Edenvor Mining et Perseus Mining qui opèrent des mines industrielles en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative à la signature d'un contrat de partage de production sur le bloc pétrolier CI 707 avec la société Eni Côte d'Ivoire Limited. À la suite des négociations tenues entre le gouvernement et la société Eni Côte d'Ivoire Limited en avril et juillet 2025, donc d'avril à juillet 2025, le Conseil a donné son accord pour la signature d'un contrat de partage de production portant sur le bloc CI 707, situé dans la marge ouest du bassin sédimentaire national. Au cours de la première période d'exploration, qui durera 3 ans, le contrat prévoit un investissement minimum de 20 millions de dollars américains, soit 11,3 milliards de francs CFA. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. L'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté est une initiative internationale visant à éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde à travers la mobilisation des nations et des financements et la promotion de solutions agricoles durables. Elle a été officiellement lancée lors du sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre 2024. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à cette plateforme internationale pour tirer parti des financements importants, des meilleures pratiques et solutions innovantes disponibles en vue de renforcer la lutte contre la faim et la pauvreté dans notre pays. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la 10e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida. Cette 10e session du Conseil national de lutte contre le sida s'est tenue le 17 juillet 2025 au Palais de la Présidence de la République sous la direction du vice-président de la République. Cette session du CLS a porté essentiellement sur le bilan de la réponse nationale au VIH en 2024. Il ressort de ce bilan que notre pays a réalisé des progrès importants en matière de lutte contre le sida. En témoigne la tendance baissière des principaux indicateurs de la pandémie en Côte d'Ivoire. La prévalence de la maladie, notamment, est passée de 1,82 en 2022 à 1,7 en 2024. Le nombre de nouvelles infections à VIH est passé de 8 978 en 2022 à 8 209 en 2024, soit une baisse de 10%. Le nombre de décès liés au sida est passé de 9 952 en 2022 à 8 366 en 2024, soit une baisse de 16%. Le vice-président de la République a salué cette progression importante de la réponse nationale au VIH et a saisi l'occasion pour souligner la nécessité de la mobilisation collective et contenue de tous les acteurs pour garantir des financements durables, élargir l'accès au dépistage et assurer des traitements de qualité aux malades en vue d'atteindre l'ambitieux objectif de l'éradication du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative au récapitulatif des résultats des examens scolaires de la session 2025.
Les évaluations certificatives de la session 2025 se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes et sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national, grâce aux efforts concertés de l'ensemble des acteurs du système éducatif. L'examen du CEPE a enregistré 576 285 candidats pour 498 963 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 86,58%, correspondant à une hausse de 3,12 points, évidemment par rapport à l'année précédente. L'examen du BEPC a enregistré 606 922 candidats pour 312 041 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 51,41%, correspondant à une hausse de 11,23 points. La session 2025 du baccalauréat a enregistré 332 515 candidats pour 133 518 candidats déclarés admis, soit un taux national de réussite de 40,15%, correspondant à une hausse de 6 points. Le Conseil observe que les résultats des examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat de la session 2025 et globalement ceux de ces dernières années sont marqués par une tendance haussière constante des performances. Le Conseil se félicite de cette progression tangible qui reflète l'importance des investissements en infrastructures et en ressources humaines consentis par le gouvernement et l'engagement de l'ensemble des acteurs à assurer une transformation durable du système éducatif national. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la stratégie nationale du commerce électronique de la Côte d'Ivoire qui vise à faire du commerce électronique un levier de création de richesse et de croissance pour l'économie nationale. Cette stratégie est conçue autour de l'adaptation du cadre juridique aux nouvelles exigences en matière de protection des consommateurs en ligne, du développement de solutions de commerce et de paiement électronique innovantes et de l'amélioration des infrastructures et des services liés aux technologies de l'information et de la communication. Un comité national du commerce électronique, composé de représentants des structures publiques, du secteur privé et de la société civile, est prévu pour assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale du commerce électronique. La deuxième communication adoptée par le Conseil est relative à l'adoption de la politique nationale de la qualité. La politique nationale de la qualité vise à bâtir une infrastructure nationale de la qualité qui assure la compétitivité de l'économie, garantit la protection des populations et de l'environnement et consolide l'intégration de notre pays dans le commerce régional et intercontinental. Elle s'articule essentiellement autour du renforcement du cadre institutionnel et juridique de l'infrastructure nationale de qualité, du développement des capacités des infrastructures nationales de qualité et de l'amélioration des services d'appui aux entreprises dans le domaine de la qualité. La politique nationale de la qualité, qui a déjà amorcé sa mise en œuvre, est financée principalement par le budget de l'État. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a adopté une communication relative à la restitution du Didi Ayekwe à la Côte d'Ivoire. Le tambour-parleur Didi Ayekwe, issu de la communauté Atchan, servait à transmettre des messages à distance, à coordonner les actions collectives et à alerter en cas de danger.
Ce bien culturel d'une grande valeur symbolique, sociale, politique et militaire a été confisqué en octobre 1916 par les colons et transféré à Paris, où il a été intégré aux collections publiques françaises, devenant de ce fait propriété de l'État français. Grâce à la démarche collaborative entre la France et la Côte d'Ivoire, le gouvernement a obtenu la restitution du Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire et son retour en terre ivoirienne. Un comité national dirigé par Monsieur le Premier ministre a été mis en place pour assurer un retour historique au tambour-parleur Djidji Ayokwe en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, des démarches sont également en cours pour la restitution de 147 autres biens culturels détenus par la France. C'était là le dernier point de communication qui a été adopté. En raison notamment d'un calendrier chargé du Premier ministre qui doit se rendre en mission donc au Japon dans le cadre de la TICAD avec un ensemble des membres du gouvernement et des congés gouvernementaux, la date du prochain conseil a été fixée au 10 septembre 2025. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions sur le Conseil dans un premier temps et dans un second temps, des questions d'actualité si vous en aviez. Bon, je note que le compte-rendu de cette vingtaine de points adoptés au cours du Conseil a été suffisamment clair, vu que nous n'avons pas de questions portant sur le Conseil. Je suis à votre disposition pour les éventuelles questions d'actualité. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Venant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Deux préoccupations. La première, monsieur le ministre, dans un communiqué transmis à la presse hier, l'avocat de Tidiane Thiam, président du PDCI, évoque une décision du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et selon l'avocat de M. Thiam, cette décision enjoint à la Côte d'Ivoire de permettre au président du PDCI RDA de concourir à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Monsieur le ministre, avez-vous pris connaissance de cette décision dont il fait mention et que répondez-vous à ce communiqué du camp du président du PDCI RDA? La seconde préoccupation, hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé être candidat pour un autre mandat pour le compte de son parti, le RHDP. À l'issue de cette annonce-là, plusieurs voix se sont élevées, notamment celle du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, de Guillaume Soro et de Damana Picasso au niveau du PPACI pour protester et qualifier ce mandat-là de mandat de trop de 4 mandats. Monsieur le ministre, dans son intervention, le président de la République a dit que la Constitution lui permet d'être candidat et que sa santé lui permet également de l'être. Que répondez-vous donc à ces détracteurs du président de la République qui estiment que ce mandat est un 4e mandat et un mandat de trop? Merci. Bien, en ce qui concerne la première question, évidemment, nous avons reçu une note verbale de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme et c'est la pratique en la matière. Visiblement, l'avocat auquel vous faites référence et nous n'avons pas reçu la même note, à moins que ce soit une façon de mériter ses honoraires auprès de son client, mais c'est une affabulation totale. La note verbale est très claire pour ceux qui l'ont reçue et qui l'ont lue, et j'invite en tout cas l'ensemble de la presse à lire cette note verbale et à s'écarter de ce communiqué fait certainement pour plaire aux clients de cet avocat. Cette note
rappelle en substance que la requête des demandeurs était claire et souhaitait des mesures provisoires d'inscription donc, de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. La note rejette clairement ces mesures provisoires. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, comme certains sont spécialistes des écrans de fumée, le simple fait d'avoir demandé à l'État de garantir au président du PDCI ses droits politiques a permis de faire un amalgame et chercher à tromper l'opinion en prétendant que cela voudrait dire qu'il faut que M. Tidiane soit inscrit sur la liste et participe à l'élection actuelle. Ce n'est pas ce qui est dit. Les droits politiques de M. Tidiane Thiam sont garantis, il est président du PDCI. Il exerce ce rôle, cette fonction, sans aucune entrave. Il est libre d'aller et de venir. Donc là-dessus, ses droits politiques sont garantis. Mais je rajouterai que dans la même note, il est dit qu'aucune décision n'a été prise sur le fond et que la Commission attend les commentaires de la Côte d'Ivoire pour le 8 janvier 2026 avant de se prononcer. Visiblement, nous n'avons pas reçu la même note verbale. Pour ce qui est de votre seconde préoccupation, le président Ouattara a lui-même donné les raisons de sa candidature. Nous ne reviendrons pas là-dessus, c'était suffisamment clair. Notre pays traverse des défis majeurs, certes en interne, mais également aussi à l'extérieur, qui sont des questions de sécurité, des questions économiques liées à la situation mondiale, mais également des questions monétaires qui sont propres à notre sous-région. Donc devant de tels défis, le président s'est exprimé et a estimé qu'il fallait beaucoup d'expérience pour traiter ce genre de questions. Mais il y a peut-être une chose que le chef de l'État n'a pas dite, et très certainement par humilité, c'est que tout cela avait besoin d'assurance. Et la présence du chef de l'État à la tête du pays rassure. Rassure les bailleurs, rassure les partenaires techniques et financiers, rassure un ensemble de pays de la sous-région. Au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà des citoyens ivoiriens, cette présence rassure les investisseurs. Le crédit seul du président a permis à notre pays d'avoir les meilleures relations avec les investisseurs, avec les bailleurs. Par moment, il faut arrêter de penser à soi-même, il faut penser pays. Et quand on veut penser pays avec honnêteté et sincérité, on doit reconnaître que la seule présence du chef de l'État à la tête de notre pays apporte beaucoup d'assurance, non seulement en interne, mais également à l'extérieur. Pour ce qui est du mandat de trop, j'inviterai ces éminentes personnalités pour qui j'ai beaucoup de respect à interroger l'histoire. Et si elles interrogent l'histoire, elles verront qu'en Allemagne, les principales personnalités de la CDU, que sont Konrad Adenauer ou bien alors Helmut Kohl, ont été régulièrement élus comme chanceliers plus de 3 fois. Helmut Kohl a fait 4 mandats pratiquement, comme Angela Merkel tout récemment. Quand vous avez un leader qui est bon, quand vous avez un leader qui inspire le pays, qui conduit le pays au développement, et tout le monde sait ce qu'a été l'Allemagne sous Angela Merkel, eh bien le peuple lui fait confiance. C'est pour cela qu'elle a pu avoir 4 mandats. C'est pour cela que Helmut Kohl, qui reste une référence en Allemagne, a pu faire 4 mandats. C'est pour cela que Konrad
Adenauer a pu également faire plusieurs mandats. Mais je peux remonter plus loin, toujours en me référant à l'histoire. Franklin Delano Roosevelt, personnalité marquante des États-Unis, qui a été une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle, qui, en raison notamment de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il a engagé les États-Unis, il a été régulièrement élu de 1932 à 1944. Il a fait 4 mandats. Quand vous avez une personnalité qui conduit son pays vers le développement, et Roosevelt a été un des présidents les plus réformateurs des États-Unis. Tout le monde sait qu'en 1929, il y a eu une grande dépression économique. Roosevelt a été celui qui, par ses réformes, par le New Deal qu'il a proposé aux Américains, a réussi à relancer l'économie américaine et à lutter contre le chômage. Les Américains lui ont fait confiance 4 fois. Le mandat de trop, je ne sais pas ce que ça représente. Quand on a des modèles comme ça, et quand le président Ouattara est inspirant, tant il sait conduire non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'ensemble de la sous-région de notre pays vers le développement, vers la prospérité, par sa vision. Voilà le seul commentaire que je peux faire sur cette question. Je laisse maintenant à l'opposition ses commentaires. C'est de bonne guerre, je peux les comprendre, mais ce sont les Ivoiriens qui votent de façon démocratique. Et si les Ivoiriens décident d'accorder un autre mandat au chef de l'État, les Ivoiriens le lui accorderont. Maintenant, pour le débat sur la constitutionnalité, nous sommes un État sérieux. Le président n'y serait pas allé si la Constitution ne lui permettait pas. Bonjour Monsieur le Ministre, Benoît Almeras, Radio France Internationale. J'ai 2 questions relatives à la remise du journaliste Hugues Komlan-Sosukpe aux autorités béninoises le 10 juillet dernier. Je précise que ce dernier était réfugié au Togo, invité en Côte d'Ivoire. Ma première question, cette arrestation et ce renvoi au Bénin ont-ils été conformes à la loi ivoirienne sur l'extradition promulguée l'an dernier? Ma deuxième question, dans le cas de Komlan-Sosukpe, donc, la Côte d'Ivoire a-t-elle respecté le principe de non-refoulement institué par la Convention sur le statut des réfugiés? Merci. Il aurait fallu que nous sachions que M. Komla était réfugié au Togo. J'ai eu l'occasion de dire que dans le cadre de ces activités, le ministère de la Transition numérique a invité une 50aine de journalistes, 47 pour être précis, si mes souvenirs sont exacts. Vous imaginez bien qu'on n'est pas allé chercher le background de chacun de ces journalistes pour savoir qui était réfugié, qui n'était pas, etc. Donc, il a été invité normalement dans cet ensemble de journalistes. Et il se trouve que nous avons une coopération avec un pays ami et frère, le Bénin. Dans le cadre de cette coopération judiciaire, nous avons renvoyé M. Komla, mais je le dis, sans savoir qu'il était réfugié au Togo. Donc, de ce point de vue, nous avons été conformes aux pratiques qui se font en matière de coopération judiciaire, en matière de coopération policière. En matière d'extradition, en revanche, est-ce qu'il a été présenté à un procureur avant d'être renvoyé? Merci de m'autoriser cette relance. Je voudrais quand même vous poser cette question. Au moment de son arrestation et de son renvoi, il doit être normalement, si j'en crois la loi, présenté en fait au procureur de la République avant cela. Est-ce que cela a été bien le cas? Est-ce que c'est bien une extradition? Et il est arrivé avec un titre de voyage où est indiqué son statut de réfugié au Togo. Comment les autorités pouvaient-elles ignorer alors ce statut de réfugié? Vous me donnez un ensemble d'informations que je n'avais pas. Je ne suis pas du ministère de l'Intérieur ni du ministère de la Justice. Moi, je vous dis ce que j'en sais. Ce que je sais, c'est que dans le cadre de la coopération, des remises peuvent se faire. Ça arrive, et parfois de police à police. Là, ce dont vous parlez, ça suppose qu'une procédure aurait été ouverte.
je ne suis pas informé de cela, mais je sais que dans le cadre de la coopération, des remises se font régulièrement. Vous savez, dans le cadre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, lorsque l'on prend certaines personnes, donc, je dirais, qui errent dans les rues et que leur identité est confirmée, eh bien, on les renvoie à la frontière, à leur pays. Ça, ils ne passent pas devant forcément un procureur ou voilà, un juge. Donc, dans le cadre de services de police à police, c'est des choses qui se font. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Alors ma préoccupation porte sur le décès de Monsieur Alain Traoré, dit Alino Faso, qui était détenu depuis quelques mois à l'école de gendarmerie. Monsieur le ministre, quel était le fondement juridique de son maintien en détention à l'école de gendarmerie et non dans un lieu de détention classique? Ma deuxième préoccupation, le gouvernement ivoirien envisage-t-il de répondre à la demande de rapatriement du corps de Alino Faso? Ma troisième préoccupation, le gouvernement burkinabé a, dans un communiqué publié le 28 juillet, appelé la Côte d'Ivoire à une transparence totale dans la gestion de l'affaire. Est-ce que le gouvernement ivoirien va diligenter une enquête indépendante sur la mort d'Alino Faso? Merci, monsieur. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que M. Traoré n'est pas la première personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie, où nous savons très bien que pour diverses raisons, nous amenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Ça permet donc, je dirais, d'assurer leur sécurité essentiellement. Et dans le cadre des procédures, vous devez savoir que nous pouvons, grâce à des décisions du procureur, maintenir certaines personnes en détention pendant toute la période de la procédure. Donc l'instruction était en cours. Alino Faso était en détention à l'école de gendarmerie. Pour le reste, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République. Ce communiqué du procureur est assez clair. Nous sommes un pays sérieux et le procureur reste quand même une personne assermentée et son communiqué est très clair sur les circonstances. Nous ne voyons pas donc pourquoi demander plus de transparence que cela. Ce serait remettre en doute nos institutions. Ce serait remettre en cause la transparence de nos institutions. Je le dis et je le répète, le chef de l'État a réussi à mettre en place toutes les institutions de notre pays. Il a assuré à la justice son indépendance en refusant désormais d'assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui est assurée par un magistrat. Tout cela pour garantir cette indépendance de la justice. Nous avons une justice qui est indépendante. Après, nous avons des relations diplomatiques. Très certainement, le ministère des Affaires étrangères va saisir donc les autorités diplomatiques burkinabées pour la suite de cette affaire. Mais pour l'heure, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République qui a été suffisamment clair sur le décès de M. Traoré. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pierre de TV5 Monde. J'ai deux préoccupations s'il vous plaît. La première, je souhaite rebondir sur la question de mon confrère suite au décès d'Alino Faso. Les autorités du Burkina Faso ont rejeté la thèse du suicide et ont évoqué, je cite, une disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Est-ce que vous craignez une aggravation des relations diplomatiques avec le Burkina Faso suite à cette affaire ? Et ma deuxième question concerne Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de transition du Mali, qui, selon son avocat, a été arrêté ici en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous savez quelle est sa situation aujourd'hui? Et est-ce que, là aussi, est-ce que vous pensez que l'arrestation d'un parlementaire malien ici en Côte d'Ivoire peut avoir un impact avec sur les relations diplomatiques avec le Mali? Merci beaucoup. Aggravation, je ne sais pas si ça peut être pire que ce que c'est déjà. Maintenant, pour ce qui est des accusations du Burkina, nous ne sommes pas la première accusation. Jusqu'à présent, nous attendons encore les preuves des attaques ou plutôt des tentatives de déstabilisation qui ont été annoncées par ce pays, ami et frère, contre les autorités qui sont à sa tête actuellement. Donc je ne voudrais pas engager de polémique. Le procureur a fait un communiqué. Il n'aurait pas évoqué l'élément de suicide s'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour le dire. Donc je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela sur ce décès malheureux. Il est simplement regrettable que l'on veuille exploiter à des fins politiques le décès d'un être humain. Je reviens à ce que je disais, c'est un homme qui est mort. C'est une famille qui est impactée. Il est mort malheureusement dans les conditions que nous connaissons. Il s'est donné la mort et cela en rajoute, donc je dirais, à la tristesse de cet événement. C'est malsain de vouloir l'exploiter à d'autres fins. Pour ce qui est donc de M. Gassama, oui, il a été pris ici, mais à partir du moment où une procédure est engagée, vous comprenez que je me réserve de commentaires sur cette interpellation. Un parlementaire malien, oui, peut-être que l'immunité dont il jouit, c'est dans son pays. Je ne crois pas que le passeport dont il disposait était un passeport diplomatique, ce qui lui aurait conféré une certaine immunité, puisque des éléments qui nous reviennent, il était ouvrier. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Étienne Labois de Fraternité Matin. Le préfet d'Abidjan a annulé la marche du 2 août du Front commun composé du PDCRDA et du PPACI. Les observateurs parlent d'entrave à la liberté d'expression et d'autres d'obstacles à la démocratie. Quelle est votre réaction? Là-dessus, il faut noter que nous restons un gouvernement ouvert. Il y a eu une réunion avec le préfet de la ville d'Abidjan et cette réunion a permis d'appeler l'attention des organisateurs de cette marche sur certaines difficultés qui sont réelles. D'abord, nous allons célébrer la fête de l'indépendance le 7. Toutes nos forces sont mobilisées dans le cadre de l'organisation de cette célébration. Il ne s'agit pas seulement des troupes qui vont faire le défilé, il s'agit de sécuriser une ville où il y aura affluence donc d'Ivoiriens qui vont venir de toutes les régions du pays pour célébrer ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays. Rien que cette thématique devrait suffire à mobiliser toutes les énergies, tous les Ivoiriens, parce qu'il s'agit de l'indépendance de la Côte d'Ivoire tout entière. Par respect pour le combat des pères fondateurs, nous devrions pouvoir nous retrouver autour de la mère patrie à cette occasion. Donc, c'était le premier élément, mais je dirais qu'il reste un élément moral. Après, chacun a l'amour qu'il a pour la patrie et décide donc de célébrer ce jour ou de ne pas le célébrer. Mais en raison justement de cela, il était difficile de pouvoir encadrer cette marche parce que vous le savez très bien, et c'est comme cela partout ailleurs dans le monde, toutes les manifestations sont encadrées. Devant ce manque de disponibilité, suffisamment d'éléments pour encadrer cette marche, le préfet a souhaité
que les ordinateurs puissent y renoncer. Mais pas que. Il suffit d'écouter aujourd'hui les discours. Il suffit d'écouter aujourd'hui les messages de ceux qui appellent à cette marche pour comprendre qu'il y a un vrai risque sur la sécurité et sur le maintien de l'ordre. Pour cela, il faut justement suffisamment d'éléments de force de l'ordre pour pouvoir éviter que ce risque-là puisse causer des désagréments importants à la société, à la vie socio-économique donc de la ville d'Abidjan. Pour toutes ces raisons, je peux citer par exemple l'afro-basket qui a lieu actuellement, ou l'afro-basket féminine, où donc nous avons une compétition, je dirais, continentale. Et quand vous regardez le parcours, évidemment, là, le lieu où se déroule cette compétition se trouve sur le parcours. Donc, pour toutes ces raisons, le préfet leur a demandé de surseoir à cette manifestation. Il est même allé jusqu'à faire une proposition de se réunir en un lieu clos. Il n'y a aucune menace sur, je dirais, la liberté d'expression. On dit seulement, pour toutes les raisons qui ont été évoquées plus haut, une marche n'est pas recommandée, mais vous pouvez même vous réunir en un lieu clos. Ce qui, de mon point de vue, est un gage de bonne foi et qui montre qu'il n'y a aucune entrave à la liberté d'expression. En tout état de cause, une décision a été prise. Le préfet a pris une décision. Un acte administratif a été pris. Cette marche est interdite. Et l'État se donnera les moyens pour maintenir l'ordre. Je l'ai déjà dit, ce n'est ni une menace, ni un avertissement, c'est un conseil. La quiétude des Ivoiriens sera préservée. Et c'est le rôle de l'État de préserver la quiétude de chaque citoyen de ce pays. Et ce rôle sera assumé. Bonjour, Monsieur le ministre. Balogun Adama, le baromètre. Alors, désolé de revenir sur ce point du Conseil. Alors, le gouvernement se satisfait de l'évolution positive des résultats des examens de fin d'année. Par contre, au niveau du CP, l'évolution du nombre de candidats, lui, il est en baisse depuis 2022. Alors, comment on peut expliquer cela? Merci. Je vais juste consulter mes chiffres pour voir si au niveau du CP, nous avons la baisse dont vous parlez, parce que moi, je note plutôt au niveau du CEP, oui, au niveau du nombre de... Non, je regarde, nous avons une hausse de 3,12 points. Le nombre de candidats. Ben, vous devez savoir que le gouvernement a eu une politique hardie, donc d'inscription des enfants à l'école, puisque la décision de rendre l'école obligatoire, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, a été prise, et il y a eu une grande politique de sensibilisation. Je pense, mais il faudrait que les experts se penchent sur la question, que nous avons pu absorber tout le nombre d'enfants qui n'étaient pas à l'école et que maintenant nous rentrons donc dans un processus normal qui est lié au taux de naissance et lié à la croissance de la population. Donc vous avez dû remarquer dans un des bilans que j'ai fait ici que nous avons un taux de naissance qui est en baisse. Mais si le taux de naissance est en baisse, inévitablement le nombre d'enfants qui rentrent à l'école sera également en baisse. Bien, je vous remercie pour votre participation à ce compte rendu, le dernier du genre avant les congés. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. Et puis rendez-vous le 10 septembre pour le conseil de rentrée. Merci, au revoir.